Peut-être une autre... Le cinéma bouge encore, nous sommes là pour l'achever. Bonjour les amis. Bonjour. Tu souhaites dialoguer avec les podcasteurs chauds de ta région, tu peux Non. chaque semaine envoyer tes questions à 3615 sans trucage Au singulier. à gmail.com. Toutes tes questions Non. concernant le cinématographe et l'image animée. Oui. Allez, au menu cette semaine, du gloubi-boulga chez Marvel. Peut-on encore faire des biopics honnêtes? Les festivals de ciné résistent face au RN. Mais on commence direct par une question de Bertrand. Allez hop, là, pas de chichi, c'est la saison. Question simple et vaste, nous écrit Bertrand. Comment se finance le festival de Cannes? Avec l'argent des impôts. C'est toujours Charles ça. Aloncle. C'est Charles Aloncle qui l'a dit à l'Assemblée nationale. Charles-Henri. Charles-Henri Aloncle, bien sûr. Évidemment. Merci Pascal Pro. De rien. Simon Rio. Alors, c'est une question qui est à la fois très simple et plus complexe. Pour la partie simple, le Festival de Cannes, c'est 35 millions d'euros de budget, dont quasiment 50% provient de fonds publics, la région, la ville, enfin voilà, tous les guichets que vous pouvez envisager. Attends, tu vas voir. Ah oui, parce Et que jusqu'à 50 présent, c'est vraiment l'argent des impôts, donc j'espère qu'il y a un twist. Ah, mais il y a un twist. Et 50% de fonds privés. Si vous allez me dire, mais c'est bien l'argent de nos impôts. Oui, mais il se trouve que pendant le Festival de Cannes, la ville quadruple sa population et que la fourchette basse d'estimation des retombées directes pour la ville et ses alentours directs, c'est 200 millions d'euros chaque année. Vous conviendrez donc que 15 millions d'euros d'investissement pour aboutir à ce type de retombées sur les commerces et en général toutes les interactions qui font que le coin est dynamique, vivant Et les infrastructures. et les etc. infrastructures reçoivent plein de sous parce que tout ça c'est de la TVA et des impôts. Finalement, ça n'est pas tant un investissement de vos impôts plutôt qu'un appel d'air pour gagner plein de sous. Pourquoi est-ce que je disais néanmoins que c'était complexe? C'est parce que quand je vous dis ça, c'est 35 millions d'euros. Ça ne recouvre qu'une partie du Festival de Cannes. Il y a toute une partie que vous voyez, que vous apercevez dans les médias et sur les réseaux sociaux, les fêtes notamment, plein d'événements qui techniquement ne sont pas le Festival de Cannes. C'est-à-dire que moi je suis un film qui est présenté Ah au non, tu es Festival. Simon, non? Tu es pas un film. Alors, Celle-là, elle était bien placée, je trouve. Elle était bien. Ouais. Elle est pas Merci. du tout redondante. ouais, vraiment, Ouais. c'est chouette. J'ai envie de dire c'est clair, mais il va répondre c'est Nicolas. Voilà. C'est chouette, tu veux dire comme le hibou? Allez, yes. Super. Bref, il y a toute une partie du Festival de Cannes dont vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Ça doit coûter un pognon fou. Des panneaux publicitaires gigantesques, des happenings, des fêtes, des soirées, des lieux décorés, redécorés aux couleurs des films. Tous ces trucs auxquels on va jamais, quoi. Oui, mais non, mais mais surtout, effectivement, ça coûte beaucoup de pognon, mais ça n'est pas le Festival de Cannes. Non, c'est ça. Ce sont des entreprises privées, en l'occurrence des producteurs, des distributeurs qui, parce qu'ils sont sélectionnés à Cannes, ou même s'ils ne sont pas sélectionnés, c'était le cas de Top Gun 2, Top Gun Maverick il y a quelques années, veulent faire savoir qu'ils existent. Et donc, ces entreprises privées vont louer des lieux, louer des trucs, enfin, en gros, organiser des choses. Mais ça, même si ça a lieu pendant le Festival de Cannes, même si c'est associé, on va dire, intellectuellement à Cannes, ça n'est pas le festival ni qui les finance, ni qui les paye, ni rien. C'est pour ça que je dis, voilà, le Festival de Cannes a proprement parlé ces 35 millions d'euros, mi-privé, 50% privé, 50% public. Il y a bien d'autres millions d'euros dépensés là-dedans, mais qui ne relèvent pas du festival et qui ne sont donc ni de son fait, ni évidemment du fait de l'argent public. Ce qui permet d'ailleurs de clarifier, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est pas super clair justement. La raison, c'est la raison pour laquelle, par exemple, cette année, nous n'avons pas en projection événementielle hors compétition le nouveau Steven Spielberg. Alors que pourtant, il sortira en France en juin, dans les semaines suivant le festival, parce que Universal Pictures a dit non. Et pourquoi Universal Pictures a dit non? Tout le monde le sait. C'est parce que ça leur coûte littéralement des millions de dollars de déplacer l'équipe du film des États-Unis jusqu'à la Croisette, parce que c'est une logistique coûteuse et complexe. Et comme les studios hollywoodiens vont pas très très fort en ce moment, il y a forcément des budgets qui sautent, et ce budget-là, il saute en priorité. Oui, c'est ça, parce que fut un temps, c'était rentable en fait de dépenser ces millions-là pour avoir une grande publicité, avoir un beau Bien tapis sûr. rouge, avoir de l'événementiel. Depuis quelques années, ça l'est beaucoup moins. Donc Exactement. en fait, là pour l'instant, ils tirent la gueule. Attendons de voir pour combien de temps. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Et puisqu'on est à Cannes, on y reste avec cette observation de Pablo qui nous écrit régulièrement et qu'on salue Salut bien Pablo. bas. Salut Pablo. Bonjour l'équipe, je me permets de revenir sur la manière dont vous avez présenté la sélection cannoise. Vous avez relevé à juste titre le manque de réalisatrices, de films documentaires ou de films d'animation en compétition, mais vous avez loué étonnamment le fait que, ouvrez les guillemets, le festival a un grand avantage, celui d'avoir des films qui viennent du monde entier. Je trouve ça particulièrement faux cette année où la sélection n'a rarement été aussi homogène géographiquement. Je m'explique. Sur 21 films en compétition, 15 sont explicitement européens,
auxquels on peut ajouter les films de l'Iranien Asghar Farhadi et du Japonais Ryusuke Hamaguchi qui sont tournés en français avec casting français et financés en France. De manière assez spectaculaire, on note strictement aucun film dit du Sud, aucun film africain, moyen-oriental ou sud-américain en compétition. C'est, je pense, une première depuis de très nombreuses années. On en comptait 4 en 2025, 3 en 2024 et 2023. Le peu de films du Sud sont tous ramenés à un certain regard, ce qui entérine l'idée d'une supériorité du Nord sur le Sud. Et si on dézoome un peu en prenant en compte toutes les sélections du festival, on arrive à la répartition suivante avant les ajouts. Je précise que ce mail a été envoyé les ajouts la semaine dernière. Pas grand-chose dans ces 63 films européens, 10 films états-uniens, 11 films asiatiques, 7 films sud-américains, 4 films moyen-orientaux et 4 films africains. Je pense pour ma part que c'était l'enseignement le plus spectaculaire de cette sélection 2026 et qui est plus que jamais occidentalo-centré. Merci déjà pour cette analyse assez précise déjà, et de nous corriger un peu parce que parfois une petite correction ça nous fait du bien. Nous on aime bien avec Nicolas. Excellente remarque. J'embraye sur la question de la place des femmes dans la sélection cannoise parce que c'est un sujet chaque année, tout comme la place des femmes dans les nominations aux César, aux Oscars, aux BAFTA et compagnie. À chaque fois ça fait débat et moi ça me crispe toujours un petit peu pour une bonne et simple raison. Le Festival de Cannes a beau être en soi une institution très puissante, c'est pas le Festival de Cannes qui décide de ce qu'on produit ou de ce qu'on ne produit pas dans le cinéma mondial, et je sais plus quel est le pourcentage exact, mais je crois ne pas être très loin du pourcentage exact si je dis qu'il y a entre 30 et 35% des films chaque année qui sont réalisés par des femmes. C'est dans la fourchette haute, il y a des années où on est en dessous. Il y a des années où on est en dessous, donc c'est bien de effectivement préciser que c'est la fourchette haute, mais même en prenant en compte cette fourchette haute, ça fait quand même qu'il y a plus de 60% des films qui ne sont pas réalisés par des femmes. Donc à partir de là, on ne peut pas les inventer ces films-là. Donc c'est toujours compliqué pour des instances de sélection qui arrivent après la mise en chantier des films et qui doivent faire leurs emplettes là-dedans. Quand tu pars avec les 2/3 de la production qui ne sont pas réalisés par des femmes, voire certaines années une statistique encore plus inégalitaire, c'est compliqué d'arriver à une représentation un petit peu plus large. Là où, pour le coup, le bas blesse, je trouve, c'est sur la compétition officielle. La compétition officielle, là, il y a quand même beaucoup de garçons. Il y a beaucoup de garçons. Et il y a 5 réalisatrices sur 21 films, je crois. Oui, mais je crois que proportionnellement, c'est moins que l'année passée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a peut-être quand même une petite marge de progression sur la compétition officielle. Par contre, je le dis, va pas falloir s'attendre à voir au Festival de Cannes 2027 la parité dans la production, dans la sélection, puisque justement, tant qu'elle n'existe pas dans la production, elle existera nulle part ailleurs. Mais pour revenir sur le mail de Pablo, parce que c'est un vrai sujet, il est vrai que on avait quand même régulièrement des films qui venaient du Sud. Et donc le Sud, c'est global comme terme. On comprend ce que ça veut dire, évidemment. C'est vrai que c'est... Fréjus, Marseille. Excellent. Cannes. Non, mais c'est là où c'est un vrai sujet, je trouve. C'est que si Pablo nous reprend, c'est parce que, 1, on l'a pas remarqué, mais 2, personne ne l'a remarqué. Et donc c'est cette absence-là et c'est ce silence-là. T'as raison, rejette la faute sur tout le monde. Non, c'est bien, Arthur, c'est bien. C'est pas ça que je dis. Ce que je mais dis, je sais ce qui est dramatique, dramatique, c'est qu'effectivement, si Pablo nous l'avait pas dit, personne ne l'aurait remarqué. Oui, on a des œillères gigantesques, il faut l'admettre. En tout cas, on l'aurait peut-être évoqué à un moment, genre tiens, c'est marrant, le seul film centrafricain qui faisait toute la fierté de Frémo, il a un certain regard, il y a rien en compète, alors qu'on avait pendant un moment quand même des films, on en a régulièrement, quoi. Et là, c'est vrai que c'est assez flagrant et je dois merci Pablo parce que c'était effectivement des grosses œillères qu'on avait et c'est, je pense, effectivement un gros problème qu'il faudra suivre de près. Enfin, un gros problème, on s'entend, hein. Il y a plus important, mais je pense que dans un problème important quand même. Oui, la déconstruction n'est jamais finie. Voilà, je vais le dire comme ça. Oui, alors... comme le cite Pablo, néanmoins, on est sur une année où c'est particulièrement faible. C'est-à-dire que, néanmoins, ce qu'on disait, à savoir que Cannes demeure, malgré ça, et malgré la situation que pointe très justement Pablo du doigt, le festival privilégié pour essayer de voir des cinémas de différents horizons, ça demeure néanmoins vrai. Ça ne fait finalement que souligner, effectivement, la grande pauvreté de propositions dans les festivals de cinéma occidentaux alentours. Néanmoins, ça, c'est une vérité. Ensuite, moi, je vais poser un petit truc, c'est qu'il y a effectivement des années... C'est jamais un petit truc quand tu poses. Hein. Oh là 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 là. Mais tu sais, j'aime les litotes. Je vais néanmoins poser un petit truc, c'est que on a eu quelques années où on avait plus de films venant notamment d'Afrique, d'Amérique du Sud. On a aussi d'Asie. Oui, mais ça pour le coup. Ouais, mais bon, l'Asie avec le Japon et la Corée, c'est biaisé, quoi. Oui, voilà. Parce que c'est devenu des nations de cinéma quand même assez on a vu des films de Malaisie, on a vu des films de Thaïlande. En fait, c'est plus rare. En compète, c'était dans la semaine de la critique à chaque fois. Voilà. Non mais donc il y a deux choses pour nuancer ce que dit Pablo, quand bien même c'est très juste et il fait bien de nous le faire remarquer.
évidemment. La première, c'est que moi, j'ai vu des années où vraiment j'avais l'impression que Cannes faisait son marché justement pour pouvoir dire Ouais. « Eh, regardez, j'ai un film de tel coin du monde. Eh, regardez, j'ai un film qui aborde tel sujet. » Et ce qu'on appelle souvent des films de festival, c'est ces films qui sont pas européens, qui adorent le Figaro, par exemple Timbuktu. Moi, Timbuktu, qui est un film que je trouve abominable et qui, à mon sens, était présenté à Cannes, me semble-t-il, de manière possiblement très cynique. Je préfère que le Festival de Cannes, certaines années, se dise « Ok, je vais me resserrer sur ce que je sais faire et les canaux que je maîtrise. » Et je vais peut-être, j'espère, ça c'est un vœu pieux que je fais, être meilleur sélectionneur à l'avenir plutôt que de jouer un truc qui est quasiment carte postale, qui est pas loin d'un truc de bonne conscience un peu post-colonial que je trouve passablement dégueulasse pour ma part. Et enfin, j'ai une petite précision, mélange de mea culpa. Je ne sais pas si c'est le cas autour de la table pour mes camarades, mais je sais que moi, ça fait très longtemps que je n'aborde plus la compétition officielle comme l'alpha et l'oméga du festival. Je le prends vraiment comme un tout, avec plein de propositions diverses, variées, en fonction des sélections. Et typiquement, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des films, je reprends l'expression, qui est, même si elle est très critiquable, du sud global dans la sélection à certains regards, pour une raison toute bête, c'est que tu dois en permanence jouer, ménager la chèvre et le chou sur la découverte, l'excitation, l'attente, et ça ne veut pas dire que le Sud est minoré par rapport au Nord, en tout cas ça ne veut pas nécessairement le dire, ça veut aussi dire qu'il faut le travailler éditorialement dans des manifestations qui traditionnellement ne l'accueillent pas ou peu. Et pour conclure, comme le disait justement Alexis tout à l'heure, déconstruction, never stop, never stopping. Oui. Allez, à quelques mois à peine de la sortie de son énorme blockbuster censé racheter toutes les bouses que le studio nous inflige depuis au moins 5 ans, bim, Marvel licencie toute l'équipe de SFX d'Avengers Doomsday, Arthur. Oui, alors et j'ai une deuxième actu que je vais coller à ça, que vous allez voir, c'est encore plus compliqué que ce que ça en a l'air, ce Doomsday. Oui, effectivement, il a été annoncé que juste après la succession de Bob Iger en tant que big boss de cette firme aux grandes oreilles, John Amaro a décidé qu'ils allaient licencier massivement à des milliers de personnes de branches différentes. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est Forbes qui a sorti l'info, me semble-t-il, ça va de gens qui travaillent sur les séries télé, comme les comics, comme le secteur financier ou juridique, enfin bref, ça concerne plein de gens. Néanmoins, il y a un truc qui est plus étonnant, c'est que dans ces licenciements massifs, il y a effectivement la quasi-intégralité des équipes qui s'occupaient des visuels de Marvel Studios. Donc ça veut dire les artistes qui font les illustrations, les designs des personnages, les décors et qui bossent sur les VFX. Ils ont maintenu une toute petite équipe et ils disent « mais vous inquiétez pas, à partir de maintenant, on va prendre des gens en externe ». Et c'était pas déjà le cas ? Bah visiblement pas. Je pense que c'est tout, pour tous les VFX, c'était le cas, mais pas forcément pour tout ce qui est travail d'illustration proprement parler, pas pour intégration des décors. Design, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que quand on sait qu'un film est fait sur fond vert, le design, c'est quasiment la gestation du film, quoi. Petit point positif, John Amaro a dit non mais vous inquiétez pas, on fait pas ça à cause de l'IA. Non, là où ça pue, c'est que ça se suit consécutivement à une autre annonce qui pour moi qui est un deuxième aveu d'échec, qui a été très peu commenté en France parce que ça ne concerne que les États-Unis pour l'instant, mais quand même en septembre, les Américains auront la chance de pouvoir voir Avengers Endgame ressortir en salle. Mais attention, avec des nouvelles séquences, des séquences qui vont permettre de relier un petit peu Endgame et Doomsday. What ? Donc là, non, mais je veux dire que c'est une vraie info. Mais des séquences qu'ils ont retournées a posteriori, qu'ils ont incluses ou on ne sait pas. ou- On ne sait pas, c'est des séquences qui Ou sont des censées, séquences générées en intelligence artificielle. qui sont censées créer, je cite, c'est l'opportunité de créer un pont entre les deux films. Ça veut dire rien de prévu. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire premièrement qu'effectivement le pont n'a jamais été construit, ou en tout cas qu'il a été construit avec des séries que personne n'a regardées, avec des films qui ont été conspués, que personne n'a compris, et surtout avec une gestion post-Endgame qui est quand même assez catastrophique. Ça veut dire que donc, pour comprendre le film, il faudra revoir Endgame, qui dure déjà plus de 3 heures, dans une version qui sera peut-être pas disponible partout, pour soi-disant créer des liens, pour mieux comprendre l'arrivée d'un personnage qui lui-même est recyclé, d'un personnage qui est censé mourir à la fin d'Endgame. Enfin, on est sur un niveau de... On met des bouées de sauvetage parce que là, le Titanic est en train de couler et ça fait flipper. Donc, qui intervient au même moment où on dit on vire toutes les équipes des visuels de chez Marvel. Ouais, ça pue du cul. Et vous savez que je suis la personne qui a essayé pendant quelques temps de porter seul sur mon dos la défense de Marvel en disant mais non, mais vous ne comprenez rien, les États-Unis c'est super. Mais non, mais Ant-Man 3 c'est moche, mais c'est rigolo. Là, vraiment, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Objectivement, je pense cette annonce-là, même les fans hardcore de Marvel, ils la prennent en disant bah, vous foutez un peu de notre gueule là.
C'est-à-dire que je me suis tapé toutes ces séries-là pour rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas anticipé la suite au moment où vous avez fait ça. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et je pense qu'ils sont en train de se chier dessus. Ils se chient d'autant plus dessus. Mais ça, je sais pas ce qu'en pense Simon. Mais pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. Que en face, malgré tout, il y a une tangente qui est en train d'être prise par la Warner. Quand bien même le rachat vient d'être validé pour la Paramount et qu'on ne sait pas quel avenir ça donnera au DC Studios, on a eu les premières images de Clayface. Qu'on pense ce qu'on veut du film, ça prouve qu'ils prennent un tournant vraiment horrifique. Typiquement, ce que Marvel n'a jamais réussi à faire, quand bien même ils ont ramené Sam Raimi pour Doctor Strange 3, 2. Donc ça prouve bien que DC essaye de prendre une tangente. On a eu Batman, on a eu Superman, il y a Supergirl qui arrive, qui essaye d'être des films un peu différents. Je mets un peu entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, Marvel, Disney est en train de s'embourber dans sa propre recette, qui n'arrive plus à rien à recycler, qui ne crée plus l'événement. Et c'est là la plus grande crainte en fait de Disney, c'est et si Doomsday ne faisait pas aussi bien que Endgame. Spoiler, je pense qu'il le fera pas. Et c'est là qu'on verra l'avenir de Marvel, en véritablement, je pense. C'est bien qu'on parle de cette news-là, parce que pareil, ça va permettre, je pense, de clarifier un petit point. C'est que moi, je suis pas le dernier pour taper sur le MCU. Il n'y a pas de problème, ça m'amuse. Et en plus, je trouve ça pertinent et nécessaire. Par contre, il faut bien lui taper dessus. Et je trouve qu'il y a un petit son de cloche qui revient de temps en temps, surtout sur les réseaux sociaux, qui m'agace un petit peu, qui serait l'idée que Hollywood a perdu du savoir-faire sur la question des effets spéciaux numériques. Voilà, ils ne savent plus maîtriser l'outil qu'ils ont contribué à inventer. Moi, je suis intimement persuadé, quand tu connais les boîtes d'effets spéciaux à Hollywood, quand tu vois des films comme, par exemple, The Creator, de Gareth Edwards, pour ne citer que cet exemple récent, on pourrait citer le Alien Romulus de Fede Alvarez aussi. Quand tu vois ces films-là, si demain tu mets toutes les boîtes d'effets spéciaux du monde en compétition avec, attention, des délais humainement tenables et des enveloppes budgétaires cohérentes avec le projet que tu leur confies. Sans une DA qui change tous les 3 mois. Sans une DA qui change tous les 3 mois. Un projet intelligemment fait et solide. Les Américains nous explosent la tronche à tous. Jurassic Park n'aurait pas vu le jour ailleurs qu'à Hollywood. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Sauf que, précisément, Marvel, ils sont pas les seuls, mais c'est vraiment ceux qui l'ont fait le plus clairement. Ils imposent des délais et des conditions de travail tellement dingues que, littéralement, les films sortent en salle, ils sont pas terminés. Et moi, je me souviens à l'époque de la sortie de Captain America Brave New World, il y avait même des fans de Marvel qui disaient « Mais les gars, pardon, mais nous, on vous aime bien, on vous défend et tout, vos films sont moches !» C'est moche, c'est pas fini, ça manque de texture, ça manque de densité, on croit pas au décor, on croit pas aux personnages, il y a rien qui fonctionne. Leur réponse, c'est de dire on a viré toutes nos équipes. Mais c'est pas les équipes le problème, c'est la direction, et la direction elle a pas changé. Donc à mon avis, même avec les nouvelles équipes... Si, techniquement la direction elle vient de changer. Oui, mais bon. Oui, ok, ils ont remplacé un capitaliste par un autre capitaliste. Yes, super, vous voulez pas mettre des producteurs de cinéma dans votre machine de cinéma non mais ça, le résultat va forcément être catastrophique parce que c'est pas un problème d'artisan, c'est pas un problème de technicien, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème de décision et de gestion. Et ça n'a pas changé. Donc à mon avis, non seulement ça va être aussi pourri que le reste, mais en plus, vu qu'il y a un changement d'équipe très peu de temps avant la sortie du film, ça risque d'être encore plus pourri que le reste. Parce que ça, pour le coup, ils ne l'avaient jamais fait. Et je pense que ça va être un sacré désastre. Oui, mais alors pour aller dans ton sens et nuancer peut-être un tout petit peu, je suis d'accord avec toi sur la question du oui, c'est peut-être pas le savoir-faire qui disparaît. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un savoir-produire qui momentanément s'est évaporé. C'est-à-dire que quand tu vois les budgets des films américains, il n'y a aucun sens pour que ça coûte aussi cher, je veux dire rationnellement. On comprend bien. Pourquoi et comment on en arrive à ces extrémités-là. Moi, c'est plus là que j'ai l'impression qu'il y a une perte de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a une telle course en avant, une telle course à l'échalote, sans doute aussi une telle perte de connexion avec les remontées de recettes maintenant que les plateformes et que les remontées de recettes, en gros, ne sont plus intimement ou totalement liées aux places et à des objets physiques comme des DVD, des Blu-ray, des VHS que tu peux quantifier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie perte de savoir-produire. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Allez, on passe à une question de Léo au 3615, qui est plus un appel qu'une question. Je travaille pour le RIO, RIO, R-I-A-U-X, le dernier cinéma associatif et indépendant de Clermont-Ferrand. Peut-être que Simon Rio,
RIAUX, connaît. Son avenir est menacé suite aux baisses de subventions, à des travaux qui se sont éternisés, à des recettes malheureusement insuffisantes. Le Rio est un cinéma emblématique de Clermont-Ferrand puisqu'il s'agit d'un cinéma de quartier datant de 1962, connu pour avoir une programmation art et essai militante et soutenant les films les moins distribués. Pour sauver notre cinéma, nous avons lancé récemment une cagnotte en ligne. Si jamais vous pouvez relayer cette information, cela nous serait d'une grande aide. D'une manière générale, l'avenir des cinémas indépendants est vraiment compliqué. Peut-être que vous voudrez dire un mot sur ce sujet, Simon Rio, RIAUX. Bah bien sûr, et puis moi je tiens à dissiper un malentendu. Contrairement à ce que tu as dit, le Rio est évidemment mon bien, ma propriété. Je ne m'appelle pas Simon Rio. Il y a un truc qui coince là, visiblement. Le Rio, Simon Rio à Clermont, c'était... Il y a le Rio. El Rio, si, claro que si. Non, pardon. Non, plus sérieusement, bien sûr, je connais le Rio. Clermont-Ferrand a la chance d'avoir pas mal de salles de cinéma, notamment d'avoir plusieurs indépendants, dont le Rio, qui est vraiment un très très beau cinéma et où moi j'ai toujours plaisir à me rendre parce que j'ai de la famille qui vit tout près et que voilà, bref, je suis attaché et au lieu, à sa programmation et au quartier. Donc oui, si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, si vous ne saviez pas encore que le Rio a besoin de soutien, je parle bien sûr du cinéma et pas de votre chroniqueur culinaire préféré, bah voilà, il faut y aller, il faut le partager. C'est vraiment un très beau lieu, il est dans l'hypercentre de Clermont. Il y a une programmation qui est à la fois, j'ai envie de dire, pointue et très partageuse. Donc très heureux qu'il nous ait contactés et très heureux de pouvoir partager cet appel. Mais globalement, on sait que les cinémas indépendants sont dans la galère, que c'est pas des périodes simples, qu'il y a de plus en plus de régions, de départements, de villes qui baissent les subventions pour aider ce genre de structures à subvenir. Et donc en fait, de manière générale, si vous avez la possibilité autour de chez vous de ne pas aller dans le gros hypercentre, le gros complexe, mais d'aller regarder s'il y a des salles plus petites qui font des propositions un peu plus niches, mais Dans lesquelles les prix des billets sont en général généralement deux fois bien moins chers élevés que dans par les ailleurs. multiplex. On ne peut que vous encourager de le faire. Je sais que c'est pas forcément évident, hein. Il y a des gens qui vivent dans un endroit où il n'y a pas forcément de salle d'arrêt d'essai, etc. On le sait, vous nous écoutez dans la France entière. Et j'ajouterais, voilà. j'ajouterais justement, amis clermontois et clermontoises, vous avez une chance, c'est non seulement d'avoir des salles indépendantes, dont le Rio à Clermont, et d'avoir des salles indépendantes qui sont dans l'hypercentre. C'est-à-dire qu'ils sont super accessibles. Vous êtes étudiant, vous êtes étudiante, en sortant de quelques facs que ce soit, il vous faut 7 minutes pour être dans le cinéma, 12 si vous faites un petit détour au Leclerc pour attraper une bière. Bref, il faut aller dans ces salles. Tu veux dire à l'épicerie de quartier, bien sûr. Évidemment. Thanks for coming to our show tonight. We appreciate the opportunity to serve you. Après la vague brune des dernières municipales, certains festivals entrent en résistance. C'est le cas du Festival du film politique de Carcassonne, Alexis. Oui, le Festival du film politique de Carcassonne, il existe depuis 2018. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer quel est son sujet, puisque c'est dans le titre. Néanmoins, c'est un festival quand même assez important qui propose ce que proposent la plupart des festivals de cinéma, des projections de longs métrages, de courts métrages, de fiction et de documentaires autour de la question du regard politique et de la question politique. Je précise d'ailleurs que parmi les jurys qui sont présents chaque année pour remettre des prix, il y a le jury du SFCC, le syndicat français de la critique de cinéma, dont Arthur et moi-même faisons partie, du moins si je me souviens de payer mes cotisations à temps l'année prochaine. Mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Désolé, le SFCC, promis, je ferai gaffe la prochaine fois. Le Festival du film politique, donc, basé à Carcassonne depuis sa première édition, a rencontré une petite difficulté lors des élections municipales de mars 2026, puisque la ville de Carcassonne est passée du côté du Rassemblement national, dont on sait à quel point il aime, chérit et soutient la culture, surtout quand elle est politique. Du coup, c'est posé dans la foulée des élections municipales la question des subventions. Parce que le Festival du film politique de Carcassonne, il fonctionne beaucoup sur l'autofinancement, il est géré par une association, mais il y a quand même des subventions versées par la mairie. Et figurez-vous que le festival a publié un communiqué de presse pour expliquer qu'il ne déposerait pas de demande de renouvellement. Donc, le festival a fait le choix de ne plus toucher de subventions de la mairie de Carcassonne, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que, évidemment, on se pose la question de maintenir une indépendance vis-à-vis d'une mairie qui appartient à un courant politique dont on sait, et là pour le coup je suis premier degré hélas, qu'il déteste la culture et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter son accès et sa diffusion. Se pose aussi évidemment la question du pluralisme de la programmation, parce que si le festival était effectivement soutenu par la mairie, si la mairie faisait quand même ce geste, à quel prix ? Est-ce que tous les regards seraient admis ? Est-ce que tous les artistes auraient envie de se rendre dans ce festival-là ? Et puis, il y a aussi la question de donner du gaz à l'extrême droite, ce que l'association se refuse à faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans un deuxième communiqué de presse, le festival a confirmé sa volonté de vouloir rester
à Carcassonne. Et c'est là que c'est intéressant, parce que Bah le oui. festival aurait pu dire, bon, après tout, le festival du film politique à Carcassonne ou ailleurs, c'est la même chose, donc on abandonne les subventions, et puis on va se trouver une autre ville susceptible de nous accueillir. Eh bien non, ils vont rester à Carcassonne et continuer à proposer les films qu'ils proposent depuis 2018, avec la même recherche de richesse, de complexité, de nuances, et le tout sans les deniers publics, puisqu'ils n'ont plus accepté les subventions. Donc on est peut-être au début d'une résistance, véritablement, d'une résistance culturelle au sein d'une ville, hélas, dominée aujourd'hui par l'extrême droite. Mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on vous parlait il y a quelques minutes du financement du Festival de Cannes. Je dis pas Oui. que c'est des systèmes similaires, mais Ça n'est pas comparable. aujourd'hui, mais- et je pense qu'Alexis, que Simon et Nico pourraient en parler parce que mauvais tour, maintenir un festival sans les subventions publiques, c'est difficile. C'est impossible. C'est même Un impossible. petit Et ou un donc- moyen festival, c'est impossible. Et donc faire ce choix-là de dire on reste là parce que on n'a pas à pénaliser les habitants de Carcassonne de cette mairie-là, parce que tout le monde n'a pas voté pour ce maire-là. Mais on reste là, mais sans l'argent, ça veut dire une toute autre logistique qui peut être très compliquée pour eux. Et donc on ne peut que les encourager, ou en tout cas mentionner le fait qu'ils s'engagent dans une entreprise qui va être complexe, mais qui du coup est d'autant plus intéressante à commenter. Tout à fait, et j'ajoute juste un truc aussi par rapport à la comparaison avec le Festival de Cannes, parce qu'effectivement, c'est deux festivals qui sont d'amplitude radicalement Évidemment. différente. Néanmoins, on peut raisonnablement supposer, que si la ville de Cannes, ou par extension la France, passait Rassemblement National, le Festival de Cannes ne serait peut-être pas inquiété niveau subvention, parce que mine de rien, pour le rayonnement Bien que ça évidemment. attire vers la France, ça serait pour le coup un vrai suicide économique et médiatique que de se débarrasser de ce festival, parce que si le robinet à la subvention se ferme, alors le festival de Cannes il va être dans la même situation que tous les autres, ça va être la grosse galère. Par contre, des festivals plus petits, plus modestes, comme le festival du film politique de Carcassonne, comme le festival du film canadien de Dieppe, chez qui on s'est rendu et chez qui on a été très bien accueillis. Comme Ces Mauvais Tour. festivals-là, voilà, comme Mauvais Tour. J'ai fait exprès de ne pas citer Mauvais Tour parce que je prends des festivals qui sont installés depuis quelques années. Mauvais Tour va Mais Mauvais attaquer Tour, sa c'est super troisième- installé, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais attends, Euh, mais regarde, prends même un Gérard May. Ah qui oui, est mais une institution. voilà. Tu retires Les subventions. à Oui. Gérard May les subventions, je veux dire, ça s'écroule dans les 7 minutes. Non, mais c'est plus possible. Voilà, comme l'a dit Nicolas, c'est plus possible. Là, pour le coup, le festival a la chance de déjà fonctionner majoritairement à l'autofinancement. Donc, ils vont perdre de l'argent, mais c'est pas la majorité de leur budget. Espérons que ce soit tenable, que leur pari s'avère gagnant, parce que ce serait un beau signal, je C'est trouve, ça. envoyé à la municipalité RN et par corollaire au paysage politique français, pour leur rappeler que on n'a pas nécessairement besoin de leur aval pour faire vivre la culture en France. Oui, et puis on peut rappeler que le premier arrêté pris par le nouveau maire de Carcassonne est un arrêté anti-mendicité et qu'il en a profité dans la foulée pour augmenter ses indemnités. Voilà, on Comme sait. beaucoup de- Ah bah ils changent pas leur méthode. Hein. Ça, c'est sûr. This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. Beaucoup de questions cette semaine au 36-15. On vous en remercie, on en a gardé pour les prochaines semaines. Une question tout de même encore de Valentin qui nous demande, au vu des retours assez catastrophiques autour du biopic Michael, c'est après notre épisode de vendredi, pensez-vous qu'il soit encore possible aujourd'hui de faire de bons biopics? Oui. Merci Arthur. Oui. Oui, Et, non, mais en et- fait- et d'ailleurs, on non, en mais- a eu un il y a pas longtemps, qui s'appelle Orio, un parfait inconnu de James Mangold, qui est l'un des meilleurs biopics produits par Hollywood ces dernières années. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est peut-être sortir de la fabrique classique blockbuster du biopic. Mais moi, j'ai un autre exemple en tête. Un film qui essaye de raconter une personnalité d'une manière différente, avec un scénario qui ne veut pas faire la naissance, la jeunesse, la découverte, etc. Steve Jobs de Danny Boyle, qui raconte en 2 ou 3 segments, je me souviens plus, trois segments Ouais. très importants de la vie de Steve Jobs, qui il est, quels sont ses problèmes et ses problématiques et ses démons intérieurs et sa relation avec sa fille, etc. etc. Mais- C'est un exemple de dire le biopic n'est pas obligé d'être un film Wikipédia. Et il y en a d'autres des comme ça. Tout à fait, on peut prendre, alors c'est un peu à part, mais néanmoins la disparition de Joseph Mengele, qui en plus d'être, évidemment. voilà, est Tout à fait. une forme de biopic un peu décalé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un propos de cinéma. Alors moi je voudrais peut-être rajouter un élément ou un paramètre à la question de Valentin. Peut-on encore produire de bons biopics musicaux? Alors, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que quand on parle d'industrie musicale, il y a une donnée en plus.
Typiquement, vous faites un biopic sur Mengele, il y a personne qui a trop de levier économique pour vous dire « Ah, il faudrait mettre la bougie sur le tapis et rappeler que c'était un bon médecin !» Enfin, tu vois, alors que quand tu fais un biopic musical, il y a une question qui s'appelle les droits musicaux. Ça vaut, alors, des biopics musicaux, mais pas toujours. Typiquement, le biopic sur Niki de Saint-Phal, le film a fait face à cette difficulté qui était l'impossibilité de représenter tout ou partie, je crois, des œuvres de l'artiste. Mais voilà, c'est ça la difficulté du biopic, c'est que quel que soit ton modèle industriel, quel que soit ton budget, quelles que soient tes intentions, quand tu fais le biopic notamment d'un artiste, d'un ou d'une artiste, tu es face à la représentation des œuvres et aux droits afférents à ces œuvres. Et tu peux avoir des ayants droit, si l'œuvre est encore sujette à ça, qui te disent ouais, je comprends bien, mais ouais, tu veux faire un film vraiment engagé, radical. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Ouais, mais si je dis pas que tonton, il était super sympa et qu'il a pas touché les petits-enfants, on ne donne pas les musiques. Vous imaginez bien que demain, s'il y a un biopic de Michael Jackson sans les musiques de Michael Jackson, pour le vendre, ça va être compliqué. Ça a existé. Oui, Velvet Goldmine de Todd Haynes sur David Bowie, qui est un biopic caché de David Bowie. Last Days de Gus Van Sant, qui est un biopic caché de Cobain. Oui, mais on parle d'œuvres cachées qui n'ont pas la vocation d'être des œuvres ultra grand public et qui ne le furent jamais. Ce que je veux dire, c'est que si tu as pour projet de faire une œuvre rassembleuse sur un artiste autour de lequel il y a des droits d'auteur encore très forts, c'est là où tu peux vraiment te faire plier. Et effectivement, aujourd'hui, je dis pas dans 150 ans, mais aujourd'hui, réaliser un biopic de Michael Jackson sans être, on va dire, pris à la gorge par les ayants droit, c'est un peu comme traverser la Manche sans bras et sans jambes. Non, mais alors quand même, juste rappeler, parce que c'est une anomalie. Faut pas espérer que ce film-là, un jour, ait des descendants. Je pense que ça va être compliqué. C'est Rocketman. Parce que Rocketman, projet quand même particulier, parce que déjà, c'est un biopic musical au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est une comédie musicale. Les morceaux d'Elton John donnent lieu à des séquences qui sont des séquences complètement fantasmées, chorégraphiées, et où pour le coup, on travaille la musique et on essaye de créer des séquences qui vont pas simplement illustrer la fabrication de cette musique, mais qui vont lui donner un autre sens. Et en plus, c'est un film qui était assez transparent sur les déboires de la vie privée d'Elton John, sa paranoïa, ses problèmes de polytoxicomanie, alors même qu'Elton John était producteur et instigateur du projet. Mais c'était sa volonté, justement. C'était sa volonté. Sa volonté était de dire, voilà, j'ai vraiment fait de la merde et je vais vous le dire franchement, et comme ça, c'est bon, on passe à autre chose. Et de fait, ça donne un film de studio, attention, un film assez consensuel, mais néanmoins intéressant, sauf que des artistes qui ont cette volonté-là, j'en connais pas beaucoup, donc je pense que ça va coincer souvent. Pour conclure, peut-être qu'il y a un autre truc, c'est peut-être donner ce genre de projet à des gens qui ont une patte. J'aime pas forcément beaucoup le film, mais on peut pas reprocher au Elvis de Baz Luhrmann de pas être un film de Baz Luhrmann. Oui. On peut pas dire que le film de Fuqua, c'est un film de Fuqua. Non. Si, parce qu'il a pas de patte, donc... Oui, à part Training Day, sa carrière, c'est compliqué. Quoi. Donc c'est peut-être là aussi où il se passe quelque chose. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Dean Tavoularis, célèbre chef décorateur qui vivait depuis de nombreuses années à Paris, nous a quitté, Arthur. Oui, je voulais en dire un mot rapide parce que pour le coup, des nécros, on vous en fait souvent sur des professions de l'ombre, parfois sur des chefs décorateurs, il y en a pas beaucoup qui sont suffisamment connus ou en tout cas reconnus à travers le globe pour pouvoir en parler ici comme ça. Et Dean Tavoularis, c'est vraiment pas rien, c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 50 à bosser chez Disney, d'abord en tant qu'animateur, et pour l'anecdote, il a aussi bossé sur la conception de certains décors de Disneyland avant de faire une immersion dans le cinéma, d'abord sur Mary Poppins, et puis ensuite il a bossé sur Bonnie and Clyde, il a fait des décors de dingue sur Le Parrain Apocalypse Now, il est connu principalement pour ça. Effectivement, il a déménagé à Paris, et j'avais eu la chance de l'interviewer en 2022, j'avais pu aller dans son atelier qui était un grand bureau magnifique qui était constitué de plein d'objets de partout du monde entier, mais c'était un vieux monsieur. Si le sujet vous intéresse, moi j'ai dit j'ai pu l'interviewer, on en reparlera peut-être, mais grâce au livre sorti qui s'appelait Conversation avec Dean Tavoularis, c'était en 2022. C'était un très gros livre, un très beau livre où il y avait une préface de Wes Anderson, où il y avait des discussions comme ça qui reviennent sur toute son œuvre, toute sa vision de l'œuvre. Si ça vous intéresse, je peux que vous encourager à, premièrement, vous regardez ce qu'est qu'un chef décorateur, son métier, ça, et sur Dean Tavoularis qui est peut-être le plus reconnu d'entre eux. Précisons qu'il laisse derrière lui Aurore Clément, la comédienne Aurore Clément, qui était donc qui est son épouse et désormais sa veuve, qui s'était rencontrée sur le tournage d'Apocalypse Now, et on pense tout simplement à elle et à leurs proches. Et j'ai un souvenir ému de la projection justement de la version Redux de Apocalypse Now en pellicule à la Cinémathèque, en présence de Vittorio Storaro, le chef-op, Aurore Clément et Dean Tavoularis qui avait fait le déplacement pour présenter le film. C'était un beau souvenir de cinéphile.
Allez, on termine par plutôt une question de suivi de Jean-François Doubidou, qui est retraité dans les environs de Mâcon. Ils sont tous retraités, les Doubidou, d'accord ? Je sais pas. Ils sont tous nés au même moment. Il y a un problème génétique dans cette famille. Peut-être qu'un jour on essaiera de percer l'arbre généalogique. Qui nous écoute ici peut essayer de nous constituer un arbre généalogique des Doubidou. Ouais. Vous pouvez les contacter d'ailleurs, Alors, doubidou@gmail.com. Jean-François Doubidou nous écrit rebonjour, suite à ma dernière question sur le chien de Spielberg, vous vous souvenez ? Oui. Voilà. Ma femme me dit que c'était peut-être indiscret. Elle s'était réveillée juste à ce moment-là du podcast, parce qu'elle s'endort, sa femme. Non, c'est moi. Je maintiens la question, mais je la pose plus doucement. Est-ce que Steven Spielberg a un animal de compagnie ? Et si c'est un poisson, est-ce qu'il a vu les dents de la mer et comment il le vit ? Alexis, elle est pour toi celle-là. Ouais, Tu te démerdes. Ma connaissance de sa vie privée a des limites. Celle-là, on dépasse les limites. Ça s'appelle Bubule. Peut-être. Bubule. Ou friton. Jean-François, moi, je peux vous donner une réponse à une seule condition. Est-ce que vous pourriez me confirmer ce que je subodore depuis longtemps ? Est-ce que le doubidou est un plat local ? Et si oui, de quelle localité ? Comment assaisonne-t-on le doubidou ? Eh bien, le message est passé si vous nous écoutez, peut-être à la femme de Jean-François Doubidou, si elle est réveillée. Parce comme elle s'endort régulièrement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Il sera question de marionnettes qui font plus peur que Chucky, mais pas volontairement. Bye les amis et gloire au satin.